In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. Nos avions sont rentrés à la maison sains et saufs. Voilà les mots utilisés par le haut commandement israélien pour annoncer que la vengeance contre l'Iran était accomplie. On parle ici de la vengeance qu'Israël avait promise en réponse à l'attaque de missiles lancée par la République islamique d'Iran contre Israël le 1er octobre dernier. Ce jour-là, près de 200 missiles balistiques iraniens ont déclenché les sirènes d'alerte aérienne dans tout Israël. L'Iran a testé les systèmes anti-aériens israéliens dans ce qui ressemblait clairement à un avertissement. Au même moment, 2 membres du Hamas ont mené un attentat à Tel Aviv, causant 7 morts et 11 blessés. Cet assaut a poussé Benjamin Netanyahou à promettre en personne des représailles. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dans la nuit de ce samedi 26 octobre, plus de 100 avions israéliens ont mené une offensive contre de nombreuses installations militaires iraniennes, notamment celles liées à son programme de missiles balistiques. On va t'expliquer tous les détails de cette attaque, puisque, comme tu le vois, ce conflit ne connaît pas de répit. En fait, au moment même où Israël frappait l'Iran, l'aviation militaire israélienne poursuivait aussi ses attaques contre le Khazeb à Beyrouth. Cette fois-ci, les Israéliens ne lâchent rien. En quelques mois seulement, les forces de défense israéliennes ont occupé entièrement la bande de Gaza, pénétré le sud du Liban, éliminé des leaders du Hamas et du Khazeb, et même infligé de lourdes pertes dans le corps des gardiens de la révolution. Netanyahou ne fait clairement pas dans la demi-mesure. Israël s'attaque de plein fouet à ce qu'on appelle l'anneau de feu iranien. Cet énorme réseau de milices et de groupes armés qui encerclent l'État hébreu. Le Khazeb au Liban, le Hamas en Palestine, les Houthis au Yémen et diverses milices chiites en Irak et en Syrie, qui se proclament tous comme appartenant à l'axe de la résistance. Tous avaient Israël en ligne de mire et aujourd'hui, tous reçoivent des frappes d'une ampleur monumentale. Évidemment, ces offensives mettent les ayatollahs iraniens dans une position très délicate. Pourquoi ? Parce que depuis des années, voire des décennies, l'Iran ne se contentait pas de financer, former et armer ses groupes. Il leur apportait aussi un soutien militaire direct. En clair, Israël pouvait certes attaquer ces groupes, mais si l'État hébreu allait trop loin, surtout avec le Khazeb, l'Iran se réservait le droit de riposter en masse avec ses missiles contre Israël. Ce jeu du chat et de la souris définissait un équilibre tacite. Or, aujourd'hui, Israël a décidé d'ignorer ses limites. Après avoir éliminé Hassan Nasrallah, le chef du Khazeb et grand allié de l'Iran, Téhéran s'est senti contraint d'envoyer un avertissement clair à Jérusalem. C'est ce qui a eu lieu le 1er octobre dernier, avec le 2e tir de missiles iraniens contre Israël cette année. Le premier, au printemps, avait été plus symbolique, presque un exercice convenu tacitement. Mais cette fois-ci, l'attaque iranienne était d'une autre nature. Alors même si les dégâts ont été limités, une victime en Cisjordanie, l'Iran a utilisé certains de ses missiles les plus avancés, testant ainsi les défenses israéliennes et envoyant un message sans ambiguïté: Israël va trop loin. En fait, si les ayatollahs et les pasdaran avaient laissé cet affront impuni, ils auraient perdu toute crédibilité. Ils risquaient de passer pour des faibles face à l'État hébreu puissant, ce qui aurait gravement terni leur influence régionale. Et qui, dans ces conditions, aurait encore fait confiance à l'Iran pour affronter Israël? Avec ces enjeux, l'Iran ne pouvait tout simplement pas rester passif. Les attaques israéliennes contre le Liban ont été les plus intenses et létales de ces dernières décennies. Les récentes attaques aériennes de l'armée israélienne au Liban ont tué plus de 1400 personnes et en ont déplacé plus de 900 000, soit 1/5 de la population. Alors comme il ne pouvait pas rester impassible, l'Iran a riposté. La garde révolutionnaire islamique iranienne a affirmé avoir frappé des centres de sécurité et des installations militaires sensibles. Même que les médias d'État iraniens ont rapporté que des infrastructures de gaz dans le sud d'Israël, et aussi les bases aériennes de Nevatim, Hadzirim et Tel Nof, et des chars israéliens dans le corridor militaire de Gaza, avaient été touchés. Alors bien sûr, ça semble surtout être de la propagande. En réalité, cet assaut a fait très peu de dégâts concrets. Mais les images de bâtiments détruits, du chaos dans les rues de grandes villes israéliennes, et le fait que l'Iran ait testé les défenses israéliennes avec ses missiles les plus sophistiqués ont enragé Netanyahou. Et pour enfoncer le clou, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré après l'attaque en condamnant l'escalade de violence dans la région, sans mentionner explicitement l'Iran. Ce qui a
encore plus mis en colère le gouvernement israélien, tellement que le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé que le secrétaire général de l'ONU serait désormais persona non grata en Israël, le qualifiant de secrétaire général anti-israélien, qui, je cite, soutient des terroristes, des violeurs et des assassins. Quiconque ne peut pas condamner sans équivoque l'attaque odieuse de l'Iran contre Israël, comme l'ont fait presque tous les pays du monde, ne mérite pas de poser le pied sur le sol israélien. Israël Katz, ministre israélien des Affaires étrangères. Tout ça a donc poussé Israël à promettre vengeance. Et là, on a enfin eu la réponse des forces de défense israéliennes. Une réponse qui, comme tu vas le voir, suit exactement ce qu'on t'avait déjà annoncé ici sur Diplo, étape par étape. Alors, en quoi a consisté cette riposte exactement? Quelles seront les implications de cet assaut? Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir dorénavant? Reste bien attentif parce que ça vaut vraiment le coup de comprendre ce qu'il se passe ici. Allez, on démarre. Jouer avec le feu. Israël a donc riposté et maintenant beaucoup se demandent quelles seront les prochaines étapes. L'attaque israélienne contre l'Iran, bien que plus large que celle d'avril, est restée mesurée. Comme on te l'avait annoncé ici sur Diplo, Israël a soigneusement évité de frapper les deux éléments les plus sensibles pour le régime des ayatollahs, les infrastructures pétrolières et les installations de son programme nucléaire militaire. Ces cibles-là, cruciales pour l'Iran, n'ont donc pas été touchées pour l'instant. Nous comprenons qu'Israël mène des frappes ciblées contre des cibles militaires en Iran dans le cadre d'un exercice d'autodéfense et en réponse à l'attaque de missiles balistiques iraniens contre Israël le 1er octobre. Sean Savet, porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis. En pleine nuit, à 2h15 du matin, heure locale, Israël a lancé l'opération Jour de repentance, une série d'attaques ciblant les installations militaires liées aux missiles balistiques iraniens. Plus de 100 avions de l'armée de l'air israélienne, y compris les tout nouveaux F-35 Hadir et des avions de ravitaillement pour couvrir les 1600 km de distance, ont participé à cette opération. Les frappes, organisées en plusieurs vagues et étalées sur plusieurs heures, visaient des cibles militaires jugées stratégiques. Des sites de fabrication de missiles utilisés par l'Iran contre Israël, des zones de lancement de drones et de missiles, ainsi que des batteries de défense anti-aérienne. Ce sont donc les bases militaires secrètes de Parchin et de Kogir, situées près de Téhéran, qui ont été touchées. Parchin, connu pour avoir accueilli, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, des essais d'explosifs potentiellement destinés à des armes nucléaires, et Kogir, un site de production de missiles avec un réseau de tunnels souterrains. Les frappes israéliennes y ont causé des dégâts importants, visibles sur les images satellites avec des bâtiments partiellement détruits. Les frappes étaient précises et ont eu lieu dans des régions comme Téhéran, Karaj, Ispahan et Shiraz, avec l'objectif de limiter les pertes civiles. Alors pourquoi cette prudence? On l'a déjà expliqué, ce conflit ressemble à une partie d'échecs où chaque camp cherche à éviter que la situation ne dégénère totalement. Alors, petite précision, contrairement à certaines rumeurs, Israël n'a pas frappé directement la capitale iranienne. En fait, l'armée israélienne a ciblé des installations qui étaient tout près, ce qui a donc permis aux habitants de Téhéran d'entendre les explosions causées par les frappes israéliennes et par les systèmes antiaériens iraniens. En gros, pour la première fois, les habitants de Téhéran ont vraiment ressenti la menace et la proximité de la guerre. Un des assauts a même touché une usine de composants de drones militaires à Shamsabad. Et malgré le silence officiel sur l'étendue des pertes matérielles, l'Iran a quand même reconnu la mort de 4 de ses soldats affectés au système de défense antiaérienne. Bref, pour réussir cette opération, l'aviation israélienne a d'abord neutralisé des installations radars et de contrôle aérien en Syrie et en Irak. Notre message est clair. Tous ceux qui menacent l'État d'Israël et cherchent à entraîner la région dans une escalade plus large paieront le prix fort. Daniel Hagari, contre-amiral, porte-parole de Tsahal. Et que fait l'Iran en réponse? Rien. Absolument rien. Pendant l'opération israélienne, le régime des ayatollahs s'est contenté de fermer son espace aérien et pas grand chose de plus. Leur aviation n'a pas tenté de contre-attaquer. Comme on te l'a déjà expliqué ici sur Diplo, la flotte aérienne iranienne est obsolète. Donc face aux chasseurs bombardiers israéliens, elle aurait été complètement dépassée. Pour rappel, l'Iran utilise encore des F-14 Tomcat des années 70, quelques MiG-29 achetés d'occasion à la Russie dans les années 90, des Sukhoi Su-24 datant aussi des années 70 et même des F-4 Phantom des années 50, avions très utilisés par les USA pendant la guerre du Vietnam. En gros,
On pouvait s'y attendre. De ce côté-là, l'Iran ne pouvait pas vraiment riposter. Le plus frappant, c'est que même leur système de défense antiaérienne n'a rien pu faire. Selon des sources israéliennes, leurs tentatives d'interception ont été un échec total, ce qui confirme ce que beaucoup soupçonnaient déjà. À part ses missiles balistiques et sa capacité de produire des drones à bas coût, les capacités militaires de l'Iran sont assez limitées. Leur seul atout réel, c'est la possibilité de lancer une ou deux attaques massives de missiles contre Israël ou contre les champs pétroliers au Moyen-Orient. Et c'est là que réside tout le chantage des ayatollahs. Sans cette menace, ils n'auraient quasiment plus rien. Surtout maintenant que leur bras armé principal, le Hazeb, est en train d'être démantelé. Quoi qu'il en soit, Israël a riposté et de manière mesurée. C'était une exigence de la Maison-Blanche et il n'y avait pas vraiment d'alternative. En frappant trop fort, Israël aurait risqué de provoquer une riposte iranienne contre les champs pétroliers du Moyen-Orient, voire une tentative de bloquer le détroit d'Ormuz avec de lourdes conséquences économiques. C'est cette force de dissuasion qui garde les ayatollahs au pouvoir, sans laquelle ce régime serait probablement déjà tombé. Cela dit, tout le monde n'est pas du même avis en Israël. Yair Lapid, le leader de l'opposition, a critiqué cette réponse, la jugeant trop limitée. Selon lui, l'Iran aurait dû payer un prix beaucoup plus élevé pour ses attaques. La décision de ne pas attaquer des cibles stratégiques et économiques en Iran était une erreur. Nous aurions pu et dû exiger de l'Iran un prix bien plus élevé. Yair Lapid, chef de l'opposition. Donc voilà, la situation en Israël est si tendue que même l'opposition accuse Netanyahou de manquer de fermeté. Qui l'aurait cru, hein ? Surtout que le premier ministre israélien lui-même a affirmé que l'attaque avait atteint tous ses objectifs. Il a qualifié les frappes de précises et puissantes. Selon lui, Israël a réussi à affaiblir les capacités de défense de l'Iran et à perturber ses capacités de fabrication de missiles. Quoi qu'il en soit, l'essentiel, c'est qu'après la riposte israélienne, les choses vont probablement rester là pour le moment. Tsahal prévient l'Iran qu'il ne commette pas l'erreur de contre-attaquer. La vérité, il ne serait pas vraiment logique pour l'Iran de riposter. Les dégâts sont limités, ses capacités de dissuasion sont intactes et le régime peut toujours clamer à la télévision qu'Israël a tenté une grosse attaque mais que ses puissantes défenses ont su l'empêcher. Et on repart pour un tour. On l'a déjà dit 1000 fois ici, aucune des deux parties ne veut pousser ce conflit à un niveau incontrôlable. Les deux pays ont assez d'armement pour s'intimider mutuellement. D'un côté, l'Iran et ses missiles balistiques qui menacent de causer des milliers de victimes en Israël ou de provoquer un choc économique mondial. Bien sûr, de telles actions signifieraient la fin des ayatollahs et du pouvoir de la garde révolutionnaire, mais en attendant, ils ont entre leurs mains ce que l'on pourrait appeler une destruction économique assurée. Pour cela, l'Iran dispose d'un arsenal diversifié de missiles, avec au moins 20 types différents. Des missiles balistiques, de croisière, anti-navires et bien plus encore. En tout, l'Iran aurait plus de 3000 missiles balistiques et encore plus de missiles non balistiques. Cet arsenal pourrait déchaîner une pluie de feu sur Israël ou sur les champs pétroliers du Moyen-Orient. Et c'est pas fini. Regarde bien cette carte. L'Iran a ses installations militaires réparties sur tout le territoire, sans oublier ses nombreux lanceurs mobiles. Et rappelons qu'on parle d'un pays vaste, environ 1 600 000 km², soit plus de 3 fois la taille de l'Espagne ou plus de 2 fois celle de la Turquie. Tout ça pour dire qu'une attaque préventive pour neutraliser un lancement massif de missiles serait quasiment mission impossible. Mieux vaut donc éviter ce genre de risque. D'un autre côté, Israël dispose de moyens militaires puissants pour infliger des dégâts sérieux à l'Iran. Son aviation peut frapper des cibles au sol, ses sous-marins de classe Dolphin peuvent soutenir ses efforts, et Israël a aussi un arsenal conséquent de missiles. Parmi eux, on trouve le fleuron de sa dissuasion, le missile Jericho 3, développé initialement par la France à la fin des années 60 et début des années 70. Le Jericho a énormément évolué avec le temps. Ce missile balistique est aujourd'hui l'arme de dissuasion la plus avancée des forces de défense israéliennes. Le Jericho 3, un missile à combustible solide, a une portée de 4800 à 6500 km, capable de frapper n'importe quelle partie de l'Iran avec une grande précision. Il peut être équipé de charges explosives classiques, mais aussi, si nécessaire, d'ogives nucléaires. Autrement dit, la sécurité vitale d'Israël est bien protégée. C'est pour cela qu'aucun des deux camps n'a intérêt à intensifier ce conflit, surtout pas les ayatollahs. La situation devrait donc rester stable pour ce qui est des affrontements directs entre Israël et l'Iran. Mais ça ne signifie pas pour autant la fin des hostilités. Israël va continuer à s'attaquer au Hezbollah et au Hamas, et le Mossad continuera ses opérations
en Iran. Alors désolé pour ceux qui espèrent une grande guerre imminente au Moyen-Orient, mais ce scénario n'est pas d'actualité. Cependant, dire cela ne serait pas raconter toute l'histoire. Parce que, au-delà des attaques israéliennes et de leurs conséquences, il y a un sujet connexe qui est extrêmement préoccupant, non seulement pour Israël, mais aussi pour le monde entier, le programme nucléaire iranien. Le régime des ayatollahs a déjà atteint un niveau d'enrichissement d'uranium à 90%, soit le niveau requis pour produire des armes nucléaires. Et en Iran, on ne se prive pas d'afficher fièrement cette avancée. Ce n'est un secret pour personne que nous avons les capacités techniques pour fabriquer une bombe nucléaire. En quelques jours, nous avons pu enrichir l'uranium jusqu'à 60% et nous pouvons facilement produire de l'uranium enrichi à 90%. Kamal Harazi, ancien ministre iranien des Affaires étrangères. Bien sûr, un Iran nucléaire est totalement inacceptable pour la communauté internationale et surtout pour Israël. C'est pourquoi beaucoup s'attendaient à ce que cette fois-ci, le gouvernement israélien profite de l'occasion pour frapper les installations du programme nucléaire iranien. Mais ça s'est pas produit, principalement parce que la Maison-Blanche a décrété que ça ne devait pas avoir lieu et a exercé une énorme pression pour l'en empêcher. En plus, les dirigeants israéliens eux-mêmes savaient parfaitement les risques qu'une telle attaque pourrait entraîner. D'abord, il y a la dispersion des installations nucléaires iraniennes sur tout le territoire. Ensuite, celles-ci sont mieux protégées par des systèmes antiaériens parce qu'elles sont essentielles pour le régime. Troisièmement, certaines de ces installations sont quasiment inattaquables, comme celle de Natanz, enfouie à près de 100 mètres de profondeur. Et enfin, attaquer ces sites pourrait provoquer une riposte massive de l'Iran. Mais bon, malgré tout, le problème nucléaire reste bien présent. Et loin de s'atténuer, la destruction du Khazeb pourrait même pousser les ayatollahs à accélérer leurs efforts vers l'arme nucléaire. Israël et les États-Unis ne peuvent évidemment pas se permettre un Iran nucléaire, parce que ça présenterait un risque immense, susceptible de déclencher une course à l'armement nucléaire au Moyen-Orient, avec des conséquences potentiellement désastreuses. C'est pour ça que ce conflit est loin d'être terminé. En fait, il pourrait même ne faire que commencer. Ceci dit, le guide suprême iranien s'est exprimé pour la première fois en déclarant qu'il ne fallait ni exagérer ni minimiser cet assaut, ce qui semble traduire une posture de retenue. Toutefois, il n'a pas mentionné de représailles, ce qui confirme que l'Iran, malgré la gravité de l'attaque, choisit pour le moment de rester prudent. Bon. Après, le régime a quand même déclaré qu'il avait le devoir et le droit de se défendre. Va savoir ce que ça veut dire. Alors la grande question reste, comment Jérusalem et Washington vont-ils pouvoir neutraliser la menace iranienne sans provoquer une catastrophe économique mondiale? Et bah c'est un sujet dont on te reparlera très bientôt ici sur Diplo. Mais pour l'instant, on aimerait connaître ton avis. Penses-tu que cette réponse d'Israël va mettre fin aux affrontements directs entre les deux pays? Crois-tu que cette riposte diminue les risques de guerre régionale? Qu'aurais-tu fait à leur place? Laisse-nous ton avis dans les commentaires et lance le débat. Si cette vidéo t'a plu, pense bien à liker, à t'abonner et à partager. Et nous, on te dit à très vite pour plus d'actu.